L'intérêt socio-anthropologique de s'interroger sur les processus de transmission réside dans la multiplicité des objets qui s'offrent aux chercheurs. En effet, il nous est possible de transmettre des savoirs, des normes, des représentations, des biens aussi, et plus précisément pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des entreprises. Il me semble important de noter que la transmission, dans le cas des entrepreneurs, est multimodale. Multimodale dans le sens où il n'y a pas que la transmission de l'entreprise qui est en jeu chez les travailleurs indépendants, mais aussi la transmission de l'indépendance professionnelle elle-même. Le fondement même de la transmission, c'est l'acte lui-même de transmettre, et ce qui est au fondement de cet acte, c'est l'institution de l'héritier. L'entreprise représente, par sa dimension patrimoniale, une perspective de transmission intergénérationnelle. Mais l'acte de transmettre ne peut être réduit uniquement au passage d'un bien foncier entre deux personnes devant un notaire. Pour comprendre la manière dont se déroule la transmission, il est nécessaire de l'appréhender sous l'angle du don. Le don peut se décomposer en 3 phases simples, l'obligation de donner, celle de recevoir et enfin celle de rendre. Il peut être soit circulaire, comme c'est le cas quand on vous fait un cadeau d'anniversaire par exemple, soit non circulaire, comme c'est le cas pour la transmission de l'entreprise. Ce triptyque du don est au cœur même des relations intergénérationnelles et contraint les individus à tenir leur place en tant que maillons d'une chaîne. Cette dynamique intergénérationnelle induit une dette incompressible entre les générations, puisque celui qui transmet son entreprise ne sera exempté de sa dette que lorsque celui à qui il a transmis, donc son héritier successeur, transmettra à son tour à quelqu'un qui assurera la pérennité du patrimoine en transmettant à nouveau et ainsi de suite. C'est en ce sens que la transmission de l'entreprise familiale, elle implique subséquemment la transmission d'une place au travail, d'un patrimoine économique et professionnel, mais également la transmission d'une dette chargée d'histoire et de mémoire. Alors que les historiens parlent d'un regain d'intérêt pour le capitalisme familial depuis les années 90, il semble que la dimension familiale des entreprises soit encore aujourd'hui considérée comme désuète. En effet, les liens entre la famille et l'entreprise ne sont pas en adéquation avec les principes méritocratiques et l'idéal gestionnaire et managérial de la pensée économique néolibérale. Or, si l'on regarde les chiffres, on constate que les grandes firmes familiales sont en moyenne plus performantes que celles qui ne sont pas marquées par le sceau de la famille. Outre les grandes entreprises, la très grande majorité des PME françaises est sous contrôle familial. Mais depuis les années 90, de nouvelles pratiques se développent parmi leurs dirigeants et ces pratiques remettent d'une certaine manière en cause leur indépendance et l'identité familiale qui s'y rattachent. Parmi ces pratiques, on peut évoquer le regroupement entre PME, les financements par des grands groupes ou encore le fait de faire appel à des fonds d'investissement pour compenser la faiblesse de leurs fonds propres. Le chef d'entreprise doit donc faire face à une double préoccupation, entrepreneuriale et patrimoniale, impliquant, comme le montre Michel Bauer, qui a travaillé sur les dirigeants de PME et leurs familles, que derrière l'homo economicus, donc l'homme rationnel, sommeille toujours un pater familias, c'est-à-dire un père de famille. L'entreprise familiale est donc bien une réalité socio-économique et nous la définirons à partir de 3 critères. La propriété du capital appartient majoritairement à la famille, qui en assure le contrôle de la direction et qui revendique une volonté de transmettre à la génération suivante. Ces similitudes, malgré des tailles divergentes, nous permettent d'affirmer que les logiques de développement des entreprises ne sont jamais exclusivement économiques, mais également familiales. Je vais prendre un exemple, donc l'exemple de Paul, que j'ai rencontré dans le cadre de la recherche sur les ruptures dans les TPE. Donc Paul est agriculteur et il a repris l'exploitation de son père, qu'il avait déjà reprise de son grand-père. Paul s'est marié avant de reprendre l'exploitation familiale. Son épouse travaille à l'extérieur et n'a jamais travaillé sur l'exploitation. Paul en vient à rencontrer une autre femme et souhaite demander le divorce. Mais étant marié sous le régime de la communauté, avec du coup l'entreprise acquise pendant le mariage, l'épouse de Paul est en droit de demander la moitié de l'exploitation de son mari. En apprenant ça chez son avocat, Paul a préféré se séparer de sa nouvelle compagne et retourner vivre auprès de son épouse. La passation de l'entreprise familiale ne s'effectue pas uniquement entre le cédant et le repreneur, et il y a bien d'autres personnes qui interviennent dans ce processus.
Le processus de transmission implique donc plusieurs protagonistes dans l'histoire de la passation de pouvoir, dont l'un d'eux a été désigné comme successeur préalablement. Ce processus de désignation, mis en avant par Dominique Jacques Jouvenot, répond également à un agencement entre les personnes, mais aussi un agencement spatio-temporel des acteurs pour minimiser les conflits. Une transmission d'entreprise se prépare donc à l'avance et le processus peut être décomposé en plusieurs phases. La première est donc celle de la désignation de l'héritier successeur. Très souvent, un seul des enfants d'une fratrie reprendra l'entreprise familiale. Suite à cette phase de désignation, s'opère alors la socialisation de l'enfant à son futur statut d'héritier successeur. C'est par ce processus de socialisation que seront également transmis les savoirs relatifs au métier, les normes, les règles et les valeurs propres au groupe professionnel d'appartenance, qui seront intériorisés par le futur repreneur. De plus, tout processus de transmission est un processus de conciliation, puisque pour que l'héritier successeur prenne et tienne sa place, encore faut-il que le cédant lui en laisse une, chose que le chef d'entreprise, souvent le père, n'est pas toujours prêt à faire. Les seuls cas de transmission qui se réalisent sans conflit sont ceux qui sont réglés par une tradition familiale forte, dont les règles sont explicitées dès le plus jeune âge aux potentiels repreneurs. Une fois l'appropriation et l'acceptation de ce statut par l'héritier successeur, peut être entamée une négociation avec le père, notamment à propos des modalités de collaboration professionnelle, puisque, bien souvent, le père continue d'exercer son rôle au sein de l'entreprise. Mais sans tradition familiale forte, la transmission de l'entreprise peut s'opérer dans la violence et dans le conflit. C'est alors que l'héritier successeur peut s'en remettre à 3 stratégies d'appropriation du pouvoir. Pour la première, l'héritier attend patiemment en travaillant aux côtés de son père. Ce n'est qu'une fois le départ en retraite du père ou son décès que le fils pourra prendre sa place alors qu'il n'a eu que le rôle de numéro 2 tout au long de sa trajectoire. Pour la deuxième, la prise de pouvoir par le fils se fait dans une violence explicite. Donc dans ce jeu de pouvoir, il n'y a que 2 solutions possibles, soit le fils gagne, soit il perd. Et c'est ce qui s'est passé chez Bouygues dans les années 80 où la transmission a été très conflictuelle. La troisième stratégie consiste pour l'héritier successeur à développer au sein de l'entreprise de son père une branche d'activité jusqu'à ce que cette diversification représente une part significative de l'entreprise. Cette stratégie permet en effet d'accélérer la prise de responsabilité par le fils et de limiter les conflits familiaux. L'acte de transmettre est un processus mémoriel puisqu'il met en lien la mémoire familiale, la relation aux ancêtres, l'ancrage des individus dans la lignée et dans l'histoire de la famille. Cet acte participe donc à la construction identitaire des acteurs. Mais quand on interroge les acteurs sur la transmission de leur entreprise, aussi bien du côté des cédants que des repreneurs, ils nient leur responsabilité réciproque dans le processus. Au cours des entretiens, on entend régulièrement « j'ai toujours voulu faire ça » ou bien « il a ça dans le sang », etc. En effet, les pères comme les fils tendent à définir comme quelque chose de naturel, d'inné, leurs compétences, pour éviter de remettre en question le choix du successeur et donc les places professionnelles occupées. Ce déni de transmission et cette naturalisation des compétences sont une manière de dissimuler les inégalités inhérentes au processus vis-à-vis notamment des autres membres de la fratrie, d'un point de vue juridique, concernant le partage de l'héritage tel qu'il a été énoncé dans le Code civil de 1804. Le père et patron de l'entreprise est donc face à une double difficulté, celle d'un partage égalitaire entre ses enfants, s'il n'y a pas de vente de l'entreprise, et celle de l'accomplissement du rêve dynastique. En effet, la désignation de l'héritier successeur, de laquelle suivra sa socialisation, permet également de socialiser ses frères et sœurs en dehors de l'entreprise, impliquant qu'il n'y aura pas de personne plus apte que celui désigné pour reprendre cette entreprise qu'il connaît, puisqu'il y travaille depuis longtemps, et pour laquelle il a validé des diplômes dans le secteur d'activité. Statistiquement parlant, il y a très peu de filles qui reprennent des entreprises familiales. Elles ne représentent en effet que 30% des chefs d'entreprise en France. Les sociologues qui ont travaillé sur la problématique de genre dans les processus de transmission soulignent la mise en marge des filles dans les rites de passation de pouvoir. L'accès limité des femmes à la création ou la reprise d'entreprise peut s'expliquer par le fait que les compétences et les qualités requises à l'exercice de cette activité renvoient à une conception de la masculinité,
comme par exemple ne pas compter ses heures, être capable de couvrir une vaste amplitude horaire, avoir des responsabilités, être capable de prendre des risques et d'investir, avoir un goût pour la concurrence, etc., qui sont difficilement conciliables avec l'injonction sociale à s'occuper de la sphère domestique et de l'éducation des enfants. On se trouve quasiment dans une logique où les qualités soi-disant intrinsèques et naturelles valent pour qualification professionnelle. Il me semble intéressant de revenir brièvement sur les échecs de transmission de l'entreprise parce que c'est justement dans ces situations que le rapport à la mémoire et à l'histoire familiale est le plus explicite. Je vais parler ici exclusivement des TPE puisqu'il s'agit des seules données empiriques dont je dispose à travers le projet de recherche dont je vous parlais tout à l'heure. Pour présenter très brièvement cette enquête sur laquelle je travaille depuis 2 ans, il s'agit d'une recherche dont l'objectif, c'est de comprendre et d'analyser les conséquences socio-économiques des ruptures familiales dans les TPE rurales. En parlant des conséquences des ruptures, on analyse plus spécifiquement les conséquences d'un décès prématuré, d'une maladie ou d'un accident invalidant, et encore d'une séparation ou d'un divorce. Je vais m'expliquer en prenant l'exemple d'une personne rencontrée dans le cadre de la recherche. Parce que je trouve que cet exemple-là reprend bien toutes les dimensions que j'ai souhaité aborder aujourd'hui. Donc Pierre avait une entreprise avec 8 salariés, dont son fils handicapé à la production et sa fille à l'administratif. Il était artisan et fabriquait des meubles en bois typiques de la région Franche-Comté. C'était son grand-père qui avait créé l'entreprise et qui s'est développée depuis. Son grand-père en avait profité pour installer sa maison sur le même terrain, puis ce fut au tour du père de Pierre de reprendre l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis plusieurs années. La maison familiale avait été divisée en 2 afin que le père de Pierre puisse s'installer et y établir sa propre famille, tout en étant à côté de son lieu de travail, où le grand-père est venu donner un coup de main jusqu'à son décès. Pierre, seul fils de la fratrie, sera donc de fait l'héritier successeur de l'entreprise familiale qui perdure depuis 3 générations. Il construira son domicile familial sur le même terrain que l'entreprise et que le logement de ses parents, ce qui lui permettra de s'occuper d'eux, qui avancent en âge, et d'être à 2 pas de son lieu de travail également. Lorsque son père travaillait encore avec Pierre, les relations étaient houleuses, notamment parce que, bien que Pierre ait le statut de dirigeant de l'entreprise, son père n'était pas prêt à laisser la main. Il y embauchera par la suite ses 2 enfants. Son fils étant handicapé, il me dira au cours de l'entretien que son projet était que ses 2 enfants reprennent l'entreprise avec sa fille pour seconder son fils. Mais Pierre sera atteint d'un cancer qui l'empêchera de bouger, et donc bien qu'il essaye de tenir au travail afin de faire perdurer l'entreprise jusqu'à ce que ses enfants puissent reprendre, son état de santé se dégradera et il sera contraint de mettre la clé sous la porte. Lors de l'entretien, Pierre a montré qu'il était très affecté par cette absence de transmission à ses enfants, d'autant que par sa fenêtre, lui, il voit quotidiennement l'entreprise et les générations qui l'ont forgé par le biais de la matérialisation de la maison de famille qu'il a en face de chez lui. Cette histoire, bien qu'individualisée, n'est pas anecdotique. Cet échec dans le devoir de rendre semble d'autant plus lourd que la chaîne générationnelle dans l'entreprise est longue. Le sentiment d'échec est beaucoup plus exacerbé dans le cas de dynasties d'entrepreneurs, c'est-à-dire des entreprises qui se transmettent sur au moins 3 générations. Nous avons voulu revenir sur le cas de rupture dans la transmission puisqu'il semble symptomatique du lien entre la mémoire familiale et l'entreprise. En effet, l'échec dans la transmission permet de mettre en lumière, de manière patente, l'intérêt du triptyque du don dont je parlais au départ dans l'analyse de la transmission des entreprises familiales. Les compétences attendues du repreneur, elles ne consistent pas en des savoir-faire techniques, en tout cas pas uniquement. La compétence, elle est entendue comme la capacité des individus à pérenniser une histoire qui est bien souvent familiale et professionnelle, dans un espace lui aussi bien souvent occupé par la famille depuis plusieurs générations. Les mécanismes de transmission des patrimoines entre générations se présentent à la fois comme des règles intangibles et des pratiques plus ou moins avouables. Leur propriété essentielle est de régir des devenirs collectifs en même temps qu'ils modèlent des destinées individuelles. Je vous laisse sur une petite citation qui reprend très bien les mécanismes de transmission des entreprises familiales et je vous remercie de votre attention.